retrouver pour cette nouvelle émission Bonjour chez vous. C'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité qui vous concerne. Nous sommes au plus près de vous avec nos partenaires de la presse quotidienne régionale, des télévisions locales et des radios. Comme tous les jours, nous sommes ensemble pendant 1h30 et au menu du jour, c'est aujourd'hui que s'achève la COP25 à Madrid, au moment où les 27 sont réunis en sommet à Bruxelles sur le climat. Un accord a été trouvé cette nuit sur la neutralité carbone d'ici 2050. On va en parler avec le sénateur écologiste du Morbihan, Joël Labbé. Il est avec nous. Pas d'invité politique exceptionnellement aujourd'hui, on va être totalement transparent avec vous. On avait invité Cédric Villani, le candidat à la mairie de Paris. Il nous a appelé il y a 1 heure en disant qu'il ne pouvait pas honorer notre invitation. On s'excuse donc auprès de vous pour cette annulation qui est indépendante de notre volonté. Cette semaine, on va quand même continuer le programme normal de Bonjour chez vous. Cette semaine, on était dans Lyon, vous l'avez vu, pour parler écologie et environnement. Quentin Calmet, notre journaliste, viendra nous raconter ce qu'il a vu. Et puis enfin, dans le Club des Territoires, notre bande de journalistes qui débattent de l'actu. On reviendra bien sûr sur cette semaine marquée par la réforme des retraites et cette bataille qui semble partie pour durer. Mais avant cela, voici les autres informations de ce vendredi 13 décembre. Édouard Philippe annonce qu'il veut recevoir les partenaires sociaux au plus vite la semaine prochaine, alors que débute ce matin le 9e jour de mobilisation. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, déclare qu'il est irresponsable d'annoncer que les trains ne rouleront pas pour Noël, mais elle se veut rassurante sur une éventuelle pénurie de carburant. On a des stocks, il n'y a aucune menace, dit-elle. Jean-Paul Delevoye confie ce matin à nos confrères de Libération qu'il a songé à démissionner après les révélations sur sa déclaration d'intérêt erronée. « Je ne veux pas être une source de fragilisation de la réforme. Ma personne ne compte pas, c'est le projet qui m'importe », a-t-il dit. Et puis Boris Johnson remporte la majorité absolue au Parlement britannique. Il s'est félicité d'avoir obtenu un mandat fort pour réaliser le Brexit. Le Royaume-Uni qui doit, je vous le rappelle, quitter l'Union européenne fin janvier. Et on va donc débuter avec le sénateur du jour, élu du Morbihan, écologiste, mais siège dans le groupe RDSE. C'est le groupe Rassemblement démocratique et social européen. Bonjour Joël Labbé. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. On va longuement parler d'écologie, bien sûr, surtout que l'actualité est riche cette semaine. Mais d'abord, question sur l'actualité sociale, cette réforme des retraites, cette mobilisation. Édouard Philippe, qui, on le disait, annonce qu'il veut convier les partenaires sociaux le plus rapidement possible. Est-ce que vous pensez qu'on peut sortir du conflit rapidement et comment ? Ce que je pense, c'est qu'il faut en sortir rapidement et s'en donner les moyens. Alors l'idée de réunir tous les partenaires sociaux, c'est tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est le moment où jamais, véritablement, jouer carte sur table, parce qu'il faut qu'on avance. D'abord, cette réforme des retraites, il faut qu'elle se fasse vers un régime universel, mais vers un régime véritablement juste, équitable, et qui ne laisse personne sur le bord du chemin. La question de l'équité... Pour la retraite à points, si on comprend bien, mais qu'est-ce que vous dites que les annonces faites par Édouard Philippe, en tout cas cette réforme telle que prévue, elle n'est pas juste ? Écoutez, lorsque je ne suis pas spécialiste, j'ai mes références et je trouve la position de la CFDT plutôt intéressante sur ce sujet. Et je suis assez en phase avec ces orientations. Donc de dire oui à la retraite, oui à la réforme universelle, oui au système par points, mais non à des mesures d'âge, des mesures d'équilibre financière ? Alors, les mesures d'équilibre financier, évidemment, il faut les envisager, mais maintenant, où on va chercher... Alors, juste, il ne faut pas que ce soit le côté majeur. Ce qui fait que la question des 64 ans, je pense que c'est une erreur. Et là, il lâche le dernier fil qui lui restait, le Premier ministre, avec une partie des partenaires sociaux. Donc tout ça, il va falloir bien discuter pied à pied. Il y a un certain nombre de choses également, si on parle équité, c'est l'égalité homme-femme. Les salaires comme les retraites, on se rend compte à quel point les femmes sont lésées. Alors il y a évidemment des avancées pour ne pas tout jeter. La question des reversions, je crois, qui est les 70% de réversion, des choses. Il y a un certain nombre de choses intéressantes, mais c'est pas abouti. Et puis la question d'une forme quand même de privatisation de l'histoire. Pour vous, il y a une privatisation. Vous craignez quoi pour le futur régime par répartition ?
Eh bien, le fait d'abord que les compagnies d'assurance semblent très très satisfaites, c'est pas un bon signe, parce que nous on est là pour défendre le bien commun. Le fait que j'ai perdu le fil sur ce coup-là. Ne vous inquiétez pas, on va continuer sur ce sujet. Ouais. On va parler de cette mobilisation. Hein. Je le disais, c'est le 9e jour de mobilisation aujourd'hui, avec des grèves qui entraînent des difficultés dans les transports. On va écouter Elisabeth Borne. Elle était l'invitée hier de nos confrères d'RTL. Et pour elle, il est irresponsable d'annoncer que les trains ne rouleront pas pour Noël. On va l'écouter. J'appelle les agents des entreprises à prendre en compte le fait qu'on a donné des garanties très fortes et qu'il y a des points à négocier au sein de l'entreprise, notamment sur les garanties qui seront données aussi sur le maintien des droits acquis pour ceux qui basculeront, les 25% restants. Donc moi je les invite, ces salariés de la SNCF et de la RATP, à prendre en compte les très grandes difficultés qu'ils créent pour tous ces usagers qui ont besoin de ces transports, à s'asseoir à la table de négociation pour évoquer les points, notamment je vous dis, sur les garanties, sur le maintien des droits acquis sur la retraite, et donc à cesser ce mouvement. Je pense que c'est ce que tous les Français peuvent attendre aujourd'hui. La CGT cheminot disait tout à l'heure, il n'y aura pas de trêve pour Noël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on... Écoutez, moi je pense que la CGT cheminot et peut-être la CGT, depuis le départ, elle refuse toute discussion. Annoncer que les trains ne rouleront pas pour Noël, je pense que c'est assez irresponsable. Et je trouve ça assez curieux. C'est dangereux ou pas de dire ça aujourd'hui? En tout cas, je trouve que ça n'est pas ce qu'on peut attendre de syndicalistes qui disent défendre le service public. Pour moi, le service public, c'est au service des Français qui ont besoin de se déplacer. Vous êtes d'accord avec cette phrase? C'est irresponsable d'annoncer dès aujourd'hui que les trains ne rouleront pas pour Noël? Je trouve que c'est pas bien de le dire comme ça. Il va y avoir discussion, il y a proposition de négociation autour de la table. Il faut que ce soit rapide. Effectivement, il faut que la question de la vie des Français sur cette période de fin d'année puisse se passer à peu près sereinement. Maintenant, donc la question du droit de grève est un droit fondamental et c'est pas moi qui irais m'y opposer. Maintenant, il est urgent de discuter et de discuter sur le fond. Ce que je voulais dire tout à l'heure aussi sur une question de plancher de retraite et de plafond de retraite. Si on veut équilibrer, si on veut réguler, ça passerait par là, qu'il n'y ait personne qui soit en dessous d'un minimum vital, mais à partir d'un moment, eh bien, on régule aussi par le haut. Mais sur la question des mobilisations, qu'est-ce que vous dites? Vous dites qu'il est urgent de se remettre autour de la table des discussions. Ça veut dire qu'il est urgent aussi d'arrêter les blocages, qu'il est urgent aussi d'empêcher ces problèmes dans les transports? Je crois que la première journée de discussion-négociation aura son importance s'il y a véritablement des signes, pour ceux qui ne sont pas dans des postures, s'il y a véritablement des signes, eh bien, il devrait y avoir un assouplissement et tout le monde y retrouverait son compte. Parce que derrière ces manifestations contre la réforme des retraites, il y a des tas d'autres choses. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas éteint, c'est encore sur les braises. Ce sentiment pour une partie de la population d'être laissé pour compte est toujours là. Il faut véritablement donner des signes forts et ces signes, on les attend toujours. Pour Sinon, un mouvement type Gilets jaunes peut repartir selon vous ? S'il n'y a pas de signe fort, peut-être pas forcément comme en tant que Gilets jaunes, mais des mouvements les uns après les autres risquent d'arriver. Et pour moi, il nous faut un gouvernement à la fois fort, à la fois très éclairé, qui se donne des perspectives, qui nous donne des perspectives. Et pour le moment, on en manque. La question pour moi du libéralisme ou de l'ultralibéralisme dans lequel on est, il va bien falloir réguler tout ça parce que autant les questions sociales qu'environnementales, avec l'ultralibéralisme, ça ne peut pas marcher. Donc la question des régulations, la question de la force, de la puissance publique est à mettre en avant. Et là, c'est toute notre responsabilité d'élus politiques nationaux que nous sommes pour reprendre nos responsabilités. Et là encore, je le dis d'entrée de jeu parce que ça m'énerve trop souvent, l'influence des lobbies divers et variés. Ça suffit comme ça, on doit consulter tout le monde, mais c'est à nous de prendre les responsabilités au nom de la population qu'on représente. Dernier thème sur cette réforme des retraites, on va parler du régime de la réforme de la retraite des sénateurs. Gérard Larcher était notre invité hier sur ce plateau et il en a parlé, on va l'écouter, je vous fais réagir. Oui.
Une fois la réforme votée, nous n'en connaissons pas, eh bien je mettrai en place le groupe de travail du bureau pour faire évoluer le système de retraite, dont je rappelle qu'il est un régime autonome et que nous avons 60% qui est financé par, comme dans d'autres métiers, par notre caisse autonome. Il n'empêche que je pense que nous ne pourrions pas ne pas envisager de passer à une retraite à points pour le Sénat. Est-ce que vous êtes d'accord avec Gérard Larcher, Joël Labbé? Il faut de nouvelles mesures pour la retraite des sénateurs? Oui, bien sûr. Quand on parle de la question d'une retraite universelle, eh bien, les sénateurs, comme les autres, doivent y passer également. Donc, ils parlent de discuter. Eh bien, on discutera. Moi, je défendrai toujours plus de justice, moins de privilèges, pas de privilèges d'ailleurs, et que chacun doit faire des efforts. Et quand on demande à la population de faire des efforts, eh bien, qu'on les fasse nous-mêmes également. Voilà ce que je voulais dire là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'exécutif quand il mélange les régimes spéciaux et les régimes parlementaires? Pour vous, c'est la même chose? Même si Gérard Larcher précise que ce n'est pas pareil puisque le régime parlementaire est un régime autonome. Malgré tout, parce que le régime des sénateurs, le régime des parlementaires vient pour pratiquement tout le monde, au-delà d'une retraite pour avoir travaillé dans un autre domaine. Donc pour moi, je crois que là, il faut mettre à plat ces choses-là. Allez, on va passer à l'écologie, hein. C'est votre thème, Joël Labbé. L'actualité est riche en matière d'écologie. On va commencer par ce sommet européen qui se tient hier et aujourd'hui à Bruxelles. Il a pour thème principal le climat. C'est un sujet dont la nouvelle présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a fait une priorité. Elle a présenté cette semaine son pacte vert dans lequel elle dit vouloir la neutralité carbone d'ici 2050 pour l'Union européenne. Un accord a été trouvé cette nuit entre les 27. Alors on a toujours la Pologne qui est réticente. Est-ce que cet accord, c'est une bonne nouvelle ? Alors d'abord jusque-là, j'avais eu des nouvelles de mon collègue Ronan Dantec qui est là-bas à Madrid, qui jusque-là disait Madrid c'est sur la COP, hein, sur le sommet européen à Bruxelles. Pardon, ouais. On va y venir après à la COP, mais sur le fait que les 27 se soient mis d'accord sur la neutralité carbone. Oui. Alors sur la décision européenne, pour moi, enfin une grande décision franche, ferme, et que l'Europe montre l'exemple. On attend ça, nous, depuis longtemps. Et bien, cet accord des 27 est une véritable bonne chose. Restera la question du financement. Ça vous inquiète, cette question du financement ? Ça m'inquiète, ça me préoccupe. Lorsqu'on veut mener des politiques, on doit se donner les moyens. Je me suis intéressé aux travaux de Pierre Larouturou, qui préside d'ailleurs la commission budget pour 2021, je crois. Donc sur la nécessité de mobiliser de l'argent européen pour cette forme de nouvelle économie. C'est plus une nouvelle forme de développement, parce que la question du développement, c'est autre chose. Nouvelle forme d'économie où l'écologie, transport, habitat, agriculture, alimentation, tout ça doit être mis à plat avec de nouvelles perspectives. Par contre, des moyens forts pour accompagner tout cela. Quand en 2008, il y a eu les problèmes financiers, la Banque Centrale Européenne a su mobiliser, je crois que c'est de l'ordre de 1000 milliards d'euros. Là, Pierre Larouturou parle de 400 milliards d'euros. On doit se donner les moyens. Mais en tout cas, la déclaration Cet accord, ça vous réjouit. Et le fait qu'Ursula von der Leyen dise ma priorité, c'est l'écologie, c'est le climat, et qu'elle présente très rapidement, après son entrée en fonction, un pacte vert, ça vous dit que c'est un bon signe ? Oui, c'est un très bon signe. Et un bon signe qui va avoir un écho. Et on a plutôt, je dis c'est le monde politique européen là, a plutôt intérêt d'être à la hauteur, parce qu'une partie importante, de plus en plus importante de la population est en attente, et notamment la jeune population qui est en train de peser maintenant. Et ça ne va pas s'arrêter, ça va même aller en augmentant, et pour moi c'est tant mieux. Allez, on va écouter Emmanuel Macron. Il était évidemment à Bruxelles hier, comme les autres dirigeants européens. Il s'est exprimé sur la question de la transition écologique. On l'écoute et je vous fais réagir juste après. Chacun doit pouvoir bâtir sa transition à sa main. C'est-à-dire c'est des solutions qui sont nationales. Elles doivent se conformer à une stratégie internationale, mais elles sont nationales. Et donc le nucléaire peut faire partie du mix. La France, il me l'a d'ailleurs dit tout à l'heure, on a déjeuné ensemble, la France a plus de 60% de sa production d'électricité qui vient du nucléaire.
Et le GIEC l'a d'ailleurs reconnu, le nucléaire fait partie de la transition. Pour les pays qui doivent sortir du tout charbon, il est clair qu'ils ne pourront pas passer du jour au lendemain au tout renouvelable. Ça n'est pas possible. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration, Joël Labbé, sur le nucléaire notamment? Que ça ne va pas être facile de se passer du nucléaire rapidement et que ce n'est pas facile de passer au tout renouvelable rapidement. Oui, ça fait longtemps qu'on entend ça. Moi, la question de la rupture, elle n'est pas possible. Par contre, les perspectives sont possibles. On s'en est donné dans le cadre de la loi de transition énergétique. Et bien qu'on se mette à la hauteur de ça. C'est la même chose. La question du renouvelable, on se doit de se donner les moyens. On est en retard sur les questions de renouvelables. Alors quand on va dire ce genre de déclaration, attendez, le nucléaire quand même, le nucléaire, à terme, on doit en sortir. Les enjeux du nucléaire pour l'avenir sont énormes et le nucléaire en a peu d'avenir lorsqu'on parle de ressources et lorsqu'on parle de la question du démantèlement qui est énorme, la gestion des déchets qui est énorme. Ce que dit pas le président, mais ce que disent trop peu de gens, c'est la nécessité d'envisager la résilience. La sobriété de consommation. Lorsqu'on est toujours dans cette logique de consommation d'électricité et autres produits pétroliers, on est à côté de la plaque. Il va falloir que l'on travaille sur la sobriété. Et puis cette sobriété heureuse de Pierre Rabhi qui me plaît bien comme idée. Et qu'on arrête de dire oui, vous allez revenir au temps de la chandelle. C'est pas du tout ça. Mais la question de la résilience doit être à l'ordre du jour. On va en reparler de cette question puisqu'il en a été question au Sénat hier et on va voir ensemble ce qu'il s'est dit dans l'hémicycle. Mais on va rester sur cette question européenne et mondiale. Vous parliez de la COP25. Elle s'achève donc aujourd'hui à Madrid. Est-ce que pour vous, cette COP25, elle a servi à quelque chose finalement? Alors, comme je le disais, Renan Dantec est là-bas. L'impression qu'il m'a fait donner, c'est une COP intermédiaire, pas décisionnelle. Elle est décevante, en gros, avec un certain nombre de signes. Ce qui est marrant, c'est la question des États-Unis, avec les postures de Trump. Et la société civile et économique américaine qui se bouge, qui prend des décisions et qui prend des orientations avec derrière elle une partie de la population américaine. Ça, je trouve ça intéressant. Donc ça veut dire que les populations, on va le voir aussi après les collectivités, on va le voir dans nos reportages, finalement elles sont plus en avance que les États, que les dirigeants ? Bien sûr, bien sûr. Et elles vont être de plus en plus en avance et de plus en plus impatientes. Elles vont nous bousculer. Et c'est tant mieux parce qu'on a besoin d'être bousculé pour prendre les décisions qui conviennent. Est-ce que vous pensez qu'il y a quand même une prise de conscience chez les dirigeants mondiaux de cette nécessité de faire attention, de cette nécessité de mettre la priorité sur la transition écologique ? Oui, dans le discours, oui, il y a une sensibilisation, mais c'est complètement insuffisant. Quand j'assiste au débat ici au Sénat, je me dis, mais on n'est pas dans le même monde. Moi, je ne veux pas être catastrophiste, ni parler de cataclysme. Moi, je veux être optimiste. Mais par contre, on parle, oui, vous agitez les peurs. En fait, c'est la question de la lucidité. Collectivement, on doit être lucide. Et pour moi, une partie importante de la population qui s'exprime est plus lucide que le monde politique qui semble verrouillé. La question, je reviens là-dessus parce que c'est d'importance, la question du lobbying. Il va falloir qu'on s'en écarte, il va falloir qu'on gère ça, il va falloir que les politiques refassent véritablement de la politique. Allez, vous parliez des collectivités, du local. On va, grâce à nos partenaires des télés locales, se rendre en Bretagne, chez vous. On va s'intéresser à la biodiversité, l'Observatoire de l'environnement de Bretagne qui vient de donner les chiffres clés de la biodiversité dans la région. Et les résultats ne sont pas bons. Joël Labbé, un quart des espèces bretonnes de la flore et de la faune sont menacées de disparition. Le but de la démarche, c'est de permettre la mise en œuvre de politiques publiques adaptées. On va regarder les explications des équipes de TVRN. Un quart des espèces bretonnes, aussi bien de la faune que de la flore, sont aujourd'hui menacées de disparition. C'est ce que révèle l'Observatoire de l'environnement de Bretagne. Parmi elles, certains oiseaux marins, 65% des 17 espèces pourraient ne plus exister d'ici 10 ans. Qu'est-ce qui s'exerce comme pression majeure en Bretagne? Ce sont les activités humaines qui se traduisent par des milieux naturels qui sont de plus en plus morcelés, de plus en plus fragmentés, et des modes d'occupation du sol, de l'artificialisation qui gagnent. Le document se base sur 40 pôles de la biodiversité. Les animaux, mais aussi les territoires sur lesquels ils évoluent.
L'objectif, réaliser un état des lieux destiné aux politiques publiques afin que des mesures soient appliquées dans la région. Donc on est d'abord sur une réflexion régionale et il faut être prudent quand on veut zoomer sur un territoire par rapport à ces indicateurs. Parce que souvent il faudra revoir l'indicateur sous un autre angle par rapport à la spécificité d'un territoire. L'étude révèle aussi qu'entre 2012 et 2019, 12 espèces, que ce soit animales ou végétales, ont fait leur rentrée sur cette liste rouge régionale. Est-ce que ça vous inquiète, ça, Joël Labbé, ces chiffres de la biodiversité qui ne sont pas bons dans votre région bretonne? Oui, ça m'inquiète énormément. Ça m'irrite également sur le fait qu'on ne va pas assez vite, qu'on ne prend pas les mesures qui conviennent. Alors, sur la question de la biodiversité, les pratiques agricoles ont une part énorme de responsabilité. S'accrocher à ce modèle qui a dépassé ses limites et qui fait en sorte qu'une partie importante des agriculteurs ne vivent même pas de leur travail, qu'une partie, on l'évoquait hier, va jusqu'au suicide. Et dire c'est ce modèle qu'il faut tenir, on a la meilleure, j'entendais encore hier, on a la meilleure agriculture au monde, la réponse c'est non, avec tout le respect que l'on doit avoir avec l'ensemble du monde agricole, ces gens qui nous nourrissent, mais véritablement, là on parle de transition également, on doit les aider et derrière il y a des moyens à mettre pour assurer la transition au niveau de leurs pratiques. Alors, j'ai participé à pas mal de travaux dernièrement concernant les travaux de l'INRA sur la relocalisation de l'alimentation, les sols avec l'association française pour l'étude des sols lors de la journée mondiale des sols, un autre sujet encore dans le domaine et qui convergent tous vers le fait qu'il faut que l'on ait des pratiques qui respectent les environnements naturels. En agriculture, la spécialisation, on est allé vers la spécialisation des cultures, mais des élevages. On en paye le prix fort en Bretagne. Eh bien, on continue encore à faire de gigantesques ateliers d'élevage de poulets. C'est dépassé, c'est hors jeu. Vous ne pensez pas que les agriculteurs, ils ont en tête ces préoccupations écologiques désormais ? Alors, beaucoup d'agriculteurs ont en tête ces préoccupations écologiques. Beaucoup d'agriculteurs sont coincés dans leur système. Ils sont plus maîtres du jeu. Il y a la question de leur endettement. Il y a la question de leur dépendance par rapport au système. Les firmes, les coopératives, l'agroalimentaire, les banques. Tout ça fait qu'ils sont pressurisés et le choix de leur métier, ils ne peuvent plus le faire. Et là, vous dites, c'est à l'État, c'est aux politiques publiques de les aider, de favoriser cette transition écologique pour eux ? Bien sûr, absolument. Alors, c'est parti, puisque vous voyez le mouvement des conversions écologiques du conventionnel vers le bio, il y en a de plus en plus et de plus en plus de demandes. Seulement, quand j'interroge le ministre de l'Agriculture l'autre jour sur les moyens qu'il faudrait mettre pour cela, non, mais ça va se réguler le marché, c'est pas des réponses. Le temps de la transition doit se financer et c'est à ce prix-là qu'on va y arriver. Pour moi, remettre en place des systèmes de polyculture élevage sur les territoires au sens large, liés à la relocalisation de l'alimentation, un des sujets dont on a parlé hier, c'est comme ça que l'on va pouvoir avancer, on va pouvoir sauver la biodiversité, la réhabiliter, le climat, la qualité de l'eau, la qualité du sol, la qualité de vie et des citoyens et des agriculteurs, et puis la qualité de l'alimentation, parce que c'est la base du travail de l'agriculteur. Allez, on va continuer à parler écologie. Ça tombe bien, c'était le thème de nos reportages en région cette semaine. On va s'intéresser à la filière bois et à ce débat entre, d'un côté, ceux qui dénoncent l'exploitation des ressources et du poumon vert qu'est la forêt, et puis de l'autre, les industriels de la filière. Quentin Calmet et Romane Boudier se sont rendus du côté du parc naturel régional du Morvan, où vous allez le voir, chaque parcelle de forêt fait l'objet d'un bras de fer. On regarde. Dans le parc naturel régional du Morvan, l'exploitation des forêts fait polémique. Le bras de fer oppose les propriétaires privés de ces forêts aux militants écologistes. Au cœur de leur affrontement, il y a les coupes rases, ces parcelles entièrement abattues d'une seule traite et qui scandalisent les écologistes. Bonjour Régis Lindeperg. Bonjour. Alors c'est votre association notamment qui s'appelle SOS Forêt Bourgogne qui milite contre les coupes rases. C'est quoi le problème de ces coupes rases ? Les coupes rases, elles fonctionnent avec la culture industrielle du Douglas. Et cette technique de coupe fait qu'on laboure les sols en piétinant avec les engins, on laboure, on tasse les sols, on les découvre, ils sont sujets à l'érosion, etc. Et du coup, c'est très mauvais à la fois pour la biodiversité forestière et pour le stockage du carbone dans le sol.
C'est ça, on les voit, hein, ces Douglas, ils sont ici au premier plan. Et de plus en plus, la forêt du Morvan, c'est du Douglas et de moins en moins des forêts typiques qu'on avait avant. Voilà, qu'on soit bien clair, on n'est pas contre couper des arbres. Le problème, c'est cette technique-là qui est très industrielle, alors qu'il y a d'autres techniques beaucoup plus douces qui permettent à la fois de prélever du bois et de préserver la qualité de la biodiversité, de préserver le carbone dans le sol. En résumé, plus une forêt va être ancienne et moins on intervient de façon brutale dedans, plus elle va stocker du carbone en fait. Bonjour. Bonjour. Alors Victor Schanwinkel, vous êtes technicien forestier et vous travaillez pour la coopérative des propriétaires privés de la forêt, notamment la forêt du Morvan où on se trouve. C'est vous qui apportez l'expertise sur les parcelles, comme ici. Voilà, exactement. À la base, on est gestionnaire forestier. Donc ici, vous êtes sur une propriété du Morvan qui est à peu près de 250 hectares. Et on gère pour le compte du propriétaire les éclaircies, les plantations, les améliorations. Là, on voit, il y a une coupe franche, c'est-à-dire que sur toute une parcelle, il n'y a plus un arbre. Oui. Les gens ils peuvent se dire c'est très violent comme façon de fonctionner. Vous dites non, c'est normal et c'est une bonne façon d'exploiter la forêt? C'est tout à fait normal. Ici, on était sur une parcelle qui était improductive, on était sur des mauvais taillis, donc qui captaient très peu de carbone. Et avec le propriétaire, on a décidé, donc en lien avec le document de gestion, de procéder à cette coupe rase pour reboiser à la fois en chêne sessile, en hêtre et en Douglas. La question des coupes rases, elle mobilise aussi les élus locaux du parc naturel régional du Morvan. Ils aimeraient davantage les encadrer, voire être consultés. Il va être question aujourd'hui lors d'une réunion. Toutes ces expertises juridiques nous amènent à des conclusions, c'est qu'il faut faire bouger la loi. Et je pense que ça ne nous aurait pas échappé, c'est un sujet qui est très... moi, j'ai jamais vu ce sujet autant émerger sur la scène médiatique. Hein. Alors Sylvain Mathieu, c'est vous le président du parc. On a vu, vous avez essayé d'imposer une consultation des élus locaux en cas de coupe rase, c'est ça? En fait, ce qu'on a demandé à travers la future charte du parc, effectivement, c'est qu'on puisse avoir notre mot à dire sur la régulation des coupes rases. Nous pensions qu'il était possible de réguler ces coupes rases à droit constant, c'est-à-dire sans modifier les lois existantes. La conclusion de cette affaire et de cette espèce de bras de fer et je dirais de débat juridique entre l'État et nous qui dure depuis 1 an, c'est qu'à droit constant, ça ne semble pas possible. Ça veut dire que dans ce cas-là, il faut modifier la loi. Faut-il exploiter nos forêts? Faut-il les sanctuariser? Les élus locaux se retrouvent au milieu de cette guerre du bois, mais le législateur, les parlementaires pourraient être amenés bientôt à se prononcer et à légiférer pour encadrer les coupes rases. L'abbé, qu'est-ce que vous avez pensé de ce reportage? D'abord, il m'a beaucoup intéressé. Ça se passe au cœur d'un parc naturel régional. Je suis un grand défenseur des parcs naturels régionaux. Et là, véritablement, quand tous les élus se saisissent de ce sujet, et essaie de trouver des solutions. Donc là, en droit constant, il n'y a pas les solutions. Ils alertent. Il va bien falloir qu'on se pose la question. Donc ça veut dire alerter, ça veut dire qu'il faut légiférer sur ce sujet des coupes rases pour vous? Oui, absolument. Oui, là encore, en termes de pratique. Alors, il s'agit de la forêt privée. La propriété privée, c'est sacré. Mais au-dessus, le service économique, écosystémique rendu par la forêt, c'est un bien public, qu'on le veuille ou non. C'est comme sur les terres agricoles. En respectant les pratiques, par contre, on ne doit pas pouvoir aujourd'hui faire n'importe quelle pratique. On sait que les coupes rases, maintenant, ça ne doit pas exister ou exceptionnellement, et que véritablement, la forêt ne doit plus être exploitée, elle doit être gérée. Effectivement, elle produit du bois, et ça, c'est une bonne chose pour l'économie, mais d'une façon équilibrée avec les services écosystémiques qu'elle doit rendre. Et sur une grande parcelle, la coupe complètement rase qui met tout par terre, qui tasse les sols, ça c'est hors jeu pour l'avenir. Et je suis heureux qu'on nous sollicite pour légiférer là-dessus, parce qu'il y a nécessité. Et vous allez le faire? Vous allez vous emparer du sujet? Vous envisagez de le faire? Vous pourriez le faire?
Alors, j'ai un certain nombre de sujets. J'aime bien faire ce que je dis. Alors, m'emparer moi-même, non. Mais inciter vos collègues à le faire, inciter mes collègues à le faire, d'autant plus qu'on a des gens de l'Est qui sont... Il y a Anne-Catherine Loisier, par exemple, qui est bien experte dans ce domaine. Eh bien, moi, je la soutiendrai dans la mise en place de ce texte. Et puis après, on discutera justement sur les enjeux, comment on concilie et l'économie et l'environnement, parce qu'on ne peut pas faire sans ces deux piliers. L'autre point dont je voulais parler tout à l'heure, que j'avais oublié, c'est la question du foncier agricole. Je suis allé à un colloque à l'Assemblée nationale sur le foncier agricole. On a besoin d'une loi foncière aussi. Législateur que l'on est, cette loi foncière, alors, le ministre a annoncé hier qu'elle était sur les rails, que ça n'allait pas tarder. Eh bien, on va y travailler avec force parce qu'elle est nécessaire. Le foncier, là encore, on est sur de la propriété privée. Mais là-dessus, on sait maintenant qu'il y a la question du bien commun et du bien public et des services qui sont rendus. Donc, autant de sujets complexes, mais enfin, on va devoir regarder avec la plus grande des lucidités et en s'appuyant aussi sur la recherche scientifique. Je me rends compte que dans plein de domaines, il y a de la recherche extrêmement intéressante qui se fait dans tous les domaines et elle n'est pas suffisamment utilisée. Je parle de la recherche publique désintéressée. D'abord, on doit lui donner plus de moyens, mais il y a déjà beaucoup de travaux qui sont menés qui doivent enrichir nos réflexions et nous aider à la décision. Allez, on va continuer. On va parler de ce qui se passe du Sénat. Au Sénat, dans quelques instants, il a été beaucoup question d'écologie cette semaine. Mais avant cela, c'est le principe de cette émission. Joël Labbé, on va faire un détour par une rédaction locale. Aujourd'hui, on va aller à Strasbourg retrouver Emmanuel Viaud. Bonjour, vous êtes journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. Merci d'être avec nous ce matin. Et vous revenez sur la série d'actes racistes et antisémites qui secouent l'Alsace depuis plusieurs mois. Oui, la dernière en date, c'est la profanation du cimetière israélite de Westhofen, un village situé à quelques kilomètres à l'ouest de Strasbourg. La découverte le 3 décembre de 107 tombes marquées d'inscriptions antisémites avait suscité un émoi national, avec le déplacement de Christophe Castaner et aussi de Jean-Louis Debré, qui était venu se recueillir sur les tombes de sa famille. Depuis le début de l'année, on compte 2 autres profanations de cimetières juifs en Alsace, à Strasbourg et aussi à Quatzenheim, un autre village situé à quelques kilomètres de la capitale alsacienne. Mais il n'y a pas que ça. Ces derniers mois, on a aussi relevé de nombreux tags, encore une fois racistes et antisémites, sur les murs de plusieurs mairies et d'anciennes synagogues. Il faut dire que la présence juive en Alsace remonte au Moyen-Âge, qu'elle a par exemple été importante au XIXe siècle, d'où la présence de nombreux cimetières et de lieux de culte dans les villages alsaciens, même si ces bâtiments ont pour la plupart été transformés aujourd'hui, par exemple, en musées ou en maisons d'habitation. Est-ce qu'on sait, Emmanuel Viaud, qui pourrait être à l'origine de ces actes ou pas encore ? Des enquêtes sont en cours, bien sûr, elles n'ont pour l'instant pas abouti. Ces actes ont été commis de nuit, dans des villages où la vie nocturne n'est pas très agitée, donc il n'y a pas de témoins. Alors c'est sûr, ça facilite pas le travail des enquêteurs. Naturellement, les regards se tournent vers des groupes d'extrême droite, mais lesquels? Ils sont pas tous pignons sur rue, il peut aussi s'agir d'éléments indépendants. Ce qui est sûr, c'est que les auteurs sont très organisés. Déjà, ils n'ont pas encore été pris, ce qui suppose un minimum de précaution. Ensuite, parce que par exemple, dans le cas de Westhofen, ils ont clairement annoncé cette profanation par des tags tracés sur des bâtiments dans 2 villages situés au nord de Strasbourg. Malgré ça, pour l'instant, les enquêteurs n'ont dévoilé aucune piste sérieuse. Et certains pointent aussi du doigt les milieux régionalistes alsaciens. Oui, des régionalistes dont la colère a été réveillée ces dernières années par la création de la région Grand Est, dans laquelle l'Alsace a été absorbée. Leur combat pour le retour d'une région alsacienne n'est pas du goût de tout le monde, et les grands élus régionaux, avec certaines personnalités locales, reprochent à leurs idées d'être le ferment de l'intolérance. Eux refusent tout amalgame. Pour eux, le judaïsme fait partie intégrante de la culture alsacienne et ils ont tenu à le rappeler devant la presse. Ces mouvements régionalistes demandent même que le yiddish soit enseigné dans les écoles, au même titre que devrait l'être, selon eux, le dialecte alsacien et l'histoire régionale. Ils reconnaissent tout de même que l'Alsace souffre d'un manque de travail sur son histoire et sa culture, mais ils en profitent bien sûr pour en faire porter la faute à l'État français, en fustigeant les tendances jacobines de ses programmes scolaires. Ceci dit, en attendant que les enquêteurs trouvent les coupables, l'Alsace pourrait bien s'épargner un de ces débats alsaco-alsaciens dont elle a parfois le secret.
Merci beaucoup, merci Emmanuel Viaud d'avoir été en direct avec nous ce matin. On va regarder la une des dernières nouvelles d'Alsace. Loin des villes, la misère aussi, c'est à la une des dernières nouvelles d'Alsace. Merci d'avoir été avec nous et je vous le disais, Joël Labbé, on va regarder ce qu'il s'est passé au Sénat cette semaine et notamment hier. On va commencer avec la commission d'enquête sur l'incendie de l'usine Lubrizol qui poursuit ses auditions. On en parle avec notre journaliste parlementaire Quentin Calmet. Bonjour Ariane, bonjour Joël Labbé. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'il faut retenir, Quentin, du cycle d'auditions qui ont eu lieu hier? Alors, il y avait 4 auditions. Une, par exemple, des associations de victimes, une autre d'un institut de recherche. Mais alors, il y a 2 auditions en particulier qui nous ont beaucoup intéressés, notamment celle du lobby de la chimie en France. C'est un lobby qui s'appelle France Chimie. Il était auditionné hier. Et il a semblé minimiser l'incendie du 26 septembre dernier à Rouen. Mais c'était sans compter sur le président de la commission d'enquête, Hervé Moret. Regardez l'échange qui avait lieu hier. Le risque zéro n'existe pas et il n'existera jamais. Notre rôle en tant qu'industrie est évidemment de nous en approcher au maximum et d'en limiter les impacts. Nous estimons que la réglementation actuelle est riche et elle doit pouvoir nous permettre de tirer les enseignements de cet événement. Bon, vous n'êtes pas là pour vous flageller, mais entre vous flageller et avoir un minimum d'analyse objective sur vous-même et de propositions pour éventuellement faire évoluer les choses, je trouve que vous pourriez trouver un juste équilibre dans votre propos, que je trouve encore une fois très aseptisé et tout va très bien, on est exemplaire et on n'a rien à se reprocher. Voilà, certains sénateurs nous ont dit avoir eu l'impression que les représentants des industriels de la chimie avaient cherché à nier l'accident, notamment en parlant d'incident et non pas en utilisant le mot d'accident. Ils nous ont dit les questions étaient claires, les réponses un peu moins. C'est votre sentiment également, Joël Labbé ? Oui, absolument. Là, le Sénat est en plein dans son rôle et Hervé Moret, qui préside cette mission, cette commission, est en plein dans son rôle. Et dans ces cas-là, on ne fait pas de cadeaux. On n'est pas là pour faire des cadeaux. On est là pour entendre les gens s'exprimer. Et la langue de bois n'a pas lieu d'y être. Et cette parole aseptisée, là, avec plein de distance et de froideur, il y a un moment, ça doit être fini. Mais alors, si j'ai bien compris, c'est ces gens du lobbying qui poussent pour que des mesures soient prises ou ne soient pas prises. Voilà. Ils ont semblé dire que la loi telle qu'elle était aujourd'hui, elle suffisait pour encadrer les sites Seveso. Ben voyons, laissez-nous la liberté, on sait faire. Et quand elle va dire le risque zéro n'existe pas, on sait que le risque zéro nulle part n'existe, mais la minimisation et la prévention de toute forme de risque, c'est le rôle à la fois du pouvoir public et à la fois des entreprises. Alors, autre temps fort dans ces auditions, hier après-midi, c'est l'audition du patron de Normandie Logistique, c'est l'usine mitoyenne de l'usine Lubrizol. Nous avons été le bouc émissaire parfait dans cette crise. C'était le message hier de Sylvain Schmitt, vous allez le voir. Il est président de l'usine qui a effectivement brûlé également en septembre dernier. Ce jour-là, 5000 tonnes de produits chimiques ont brûlé sur le site Lubrizol et 4000 sur le site de Normandie Logistique qu'il préside. Donc, écoutez Sylvain Schmitt. On l'a répété plusieurs fois, mais je dirais que pour nous, il est impossible que l'incendie soit parti de chez nous. Nos assureurs ont fait des enquêtes et ont fait intervenir donc, un laboratoire spécialisé en enquête incendie. Ils disent, mais ils sont formels sur le fait que ça ne peut pas venir de chez nous. Donc on n'a pas, je dirais, nous on se considère plus comme une victime plutôt que comme étant, on est un acteur certes parce qu'on est classé, donc on a ICPE et donc on participe à toutes les mesures nécessaires pour, mais voilà. Et là encore, ce positionnement a un peu agacé les sénateurs, je ne vous le cache pas. Ils ont rappelé à Sylvain Schmitt que la DREAL, la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie, a relevé 8 infractions pénales à l'encontre de cet exploitant, notamment face au problème d'inventaire des produits chimiques sur ce site. Des accusations que l'entreprise, bien sûr, réfute. Elle l'a encore fait hier lors des auditions. Mais ces infractions, elles font également l'objet de cette enquête préliminaire du parquet qui doit déterminer les responsabilités dans l'incendie de l'usine Lubrizol le 26 septembre. Merci beaucoup Quentin, on vous retrouve tout à l'heure. Ces auditions dans la commission d'enquête sur l'incendie de Lubrizol, elles sont riches d'enseignements, Joël Labbé ? Oui.
Oui, et je trouve que c'est une bonne méthode et c'est un bon outil que l'on a, nous les parlementaires, en commission d'enquête ou mission d'information, pour aller au fond des choses et véritablement faire parler les acteurs en question, qu'ils soient témoins ou qu'ils soient responsables. C'est drôlement important et je suis convaincu qu'il en sortira quelque chose quand je vois la détermination du président Hervé Maurey et de son équipe. Vous avez des inquiétudes, vous avez eu des inquiétudes suite à cet incendie de Lubrizol sur les conséquences sanitaires de cet incendie? Bien sûr, bien sûr. Et on ne mesure pas encore tout, j'en suis convaincu. Ça se verra à plus long terme? Ça pourra se voir à plus long terme, oui. Allez, on va parler de ce qui s'est passé hier aussi au Sénat, mais pas dans les auditions, cette fois-ci en séance, puisque était examinée une proposition de loi émanant de votre groupe. Elle visait à prévenir le suicide des agriculteurs. Elle a été renvoyée en commission, c'est-à-dire qu'elle va être retravaillée et réexaminée plus tard. Avant de vous entendre, on va écouter le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Il était dans l'hémicycle hier. Nous devons parler du suicide des agriculteurs partout dans la société. Et que chacun s'interroge sur les raisons qui conduisent à cet état de fait. Le masquer serait un aveuglement irresponsable, mais s'en servir à d'autres fins que le combattre serait manquer de respect à la mémoire de ces personnes, et ce serait inacceptable. Les derniers travaux de la MSA pour l'année 2015 confirment bien une surmortalité par suicide des assurés au régime agricole de 15 à 64 ans. Cette surmortalité par rapport au régime général est estimée à 12%. Affirmer que la faiblesse des revenus et l'endettement sont les seules causes du suicide serait, à mon sens, une simplification qui ne servirait pas notre objectif de mieux prévenir. Mais il ne faut pas réfuter l'évidence. La faiblesse des revenus, le manque de visibilité sereine est certainement la cause principale du désarroi du monde agricole. Le revenu est crucial, mais n'est évidemment pas le seul facteur. Différentes études, là encore, indiquent des conjonctions de facteurs au-delà de la pression financière et de l'endettement, les problèmes interpersonnels dans la famille ou dans le groupement sociétaire, les événements particuliers de vie, etc., les aspects médicaux, les aspects administratifs que vous avez évoqués, et enfin, le temps de travail qui est très, très élevé pour les agriculteurs et les éleveurs. Les études montrent aussi une forte pression sociale, et M. Cabanel l'a évoqué, qui pèse sur les agriculteurs. Il existe un sentiment de honte en situation d'endettement ou de difficulté. Les paysans, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est payer leurs fournisseurs rubis sur l'ongle, ne pas avoir de dette. Ils n'aiment pas devoir de l'argent aux gens. Ils sont comme ça, c'est dans leur gène. Et vous qui connaissez très bien le monde rural, vous le savez. Et ils peuvent parfois ne pas accepter d'être endettés. Il existe aussi une pression qui croît, celle de l'attente sociétale qu'a évoqué M. Cabanel tout à l'heure, l'attente d'une transition des modèles agricoles et agroalimentaires. La société leur demande toujours plus et parfois ils sont démunis pour répondre à tous ces chamboulements. Votre proposition de loi, Monsieur le Sénateur, propose des solutions pour prévenir l'acte irréparable. C'est une nécessité d'améliorer cette prévention. Vous êtes d'accord sur ce que dit Didier Guillaume, notamment sur cette question de la transition écologique pour les agriculteurs, on en parlait? Absolument. Absolument. Il faut les aider, il faut les soutenir pour cela. On va voir un outil prochain sur lequel on va discuter. Les discussions sont en cours, pas spécialement dans le bon sens sur la PAC post-2020. Je m'intéresse aux travaux d'une plateforme qui s'appelle Pour une autre PAC. On les a reçus en colloque au Sénat ici, qui plaide pour une réorientation des aides de la PAC vers des paiements pour services environnementaux. Et là, ça changera complètement. On aidera, enfin, l'argent public européen aidera en priorité les agricultures vertueuses et pénalisera les agricultures qui ont un impact sur l'environnement, la biodiversité, sur la santé. C'est pas gagné parce qu'il faut un certain nombre de pays d'une part, mais il faut déjà que la France soit convaincue. Il va falloir qu'on gagne ce combat en France. Je sais que ce sera par des mobilisations citoyennes, alors pacifiques et non violentes, j'y tiens absolument, mais je sens que c'est en train de monter, que si le monde politique se bouge pas, eh bien c'est eux qui vont nous aider, nous les minoritaires, à gagner ces combats-là, dans le sens, là encore, de l'intérêt général et de l'intérêt des générations futures.
Le monde, alors je voudrais dire un mot de la détresse du monde agricole. Justement, allez-y, on va en parler, allez-y. Quand quelqu'un qui est actif, qui a un travail qu'il a choisi, est poussé à se suicider parce qu'il n'en peut plus, c'est absolument dramatique. Mais quand on voit le niveau de rémunération des agriculteurs, comment ça peut être acceptable ? Véritablement, la société se doit de faire ce qu'il faut pour améliorer la situation. Pour moi, la loi Egalim, c'est un échec total, alors que c'était une grande idée. Ne l'oublions pas, c'était une idée de Nicolas Hulot, qui a rapidement été écarté du jeu parce que ça devait être du copilotage. C'est l'agriculture l'agriculture officielle et le ministre de l'Agriculture qui s'est récupéré cela. Et au résultat, y compris sur la question de la rémunération des agriculteurs, des producteurs, des éleveurs, on est à côté de la plaque parce qu'il y a en face le lobbying de l'industrie agroalimentaire, des firmes, des grosses coopératives, de la grande distribution, autant de sujets qui pressurise le monde agricole, et ça encore, eh bien, il va falloir faire, j'allais dire exploser, mais on va dire que je suis révolutionnaire. Alors, en venant, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu vas dire ? Tu vas encore passer pour un révolutionnaire ? Ma réponse est oui, parce que la révolution, on en a besoin. Mais la révolution, selon la définition d'Edgar Morin, qui doit être une métamorphose, l'intelligence collective et la lucidité collective qui doit faire en sorte que la révolution, au lieu de la subir, on doit l'organiser. Ça, c'est avec la population qu'on va le réussir. Et on a bien compris votre message. Un mot rapidement sur un autre texte qui était examiné hier en séance. Là aussi, à la demande de votre groupe, il concerne l'autonomie alimentaire des territoires. C'est la nécessité d'adapter notre système de production et de consommation au changement climatique. Le texte a été rejeté. Est-ce que vous êtes déçu ou est-ce que c'est normal ? Alors, Françoise Laborde, donc ma collègue sénatrice RDSE, a porté ce texte. Je l'ai soutenu. Ce texte est venu, il mérite explication d'une rencontre avec un chercheur qui s'appelle Stéphane Linou, entre Françoise Laborde et Stéphane Linou. Et Stéphane Linou a mené tout un travail de thèse sur le lien entre la résilience alimentaire et la sécurité civile. Après avoir analysé le terrain, et consulter jusqu'au plus haut niveau des militaires, eh bien, s'il y a rupture de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, que ce soit le numérique, les camions. Je suis trop long, peut-être, non ? Oui, un petit peu, mais il vous reste 10 secondes. Allez-y, parce qu'on voudrait faire la revue de presse du Morbihan quand même, avant de terminer. Ah oui, alors 10 secondes pour finir sur ce texte. Il s'agissait de faire en sorte qu'on prenne en compte les risques de sécurité civile s'il y a pénurie alimentaire sur les territoires, parce qu'on est tous dépendants de la grande distribution, et justement plaider pour la relocalisation de l'alimentation sur les territoires. À quelques voix près, ça n'a pas passé. C'est pour moi une immense déception. Eh bien, c'est noté. On va terminer quand même en parlant de votre département, Joël Labbé, avec Quentin qui revient pour votre revue de presse. Et Quentin, on commence avec le Télégramme, l'appel des coquelicots, qui va atteindre le million de signatures. Exactement, l'appel des coquelicots, vous le savez, c'est cette pétition pour l'interdiction de tous les pesticides de synthèse. Et donc on le voit sur le télégramme.fr, depuis le début de la semaine dernière, la COP25 était réunie à Madrid et à cette occasion, il y avait votre initiative, vous êtes là sur la photo, Joël Labbé, et donc qui était de mobiliser à Vannes les militants et les signataires de cette pétition contre les pesticides. Et on va parler de Ouest France, Quentin. Ouest France, on parle d'un autre sujet, de la grève d'hier, des mobilisations dans le Morbihan. Exactement, plusieurs manifestations hier à Lorient, à Vannes ou encore à Pontivy contre le projet de réforme des retraites présenté mercredi par Édouard Philippe. Une pluie froide a arrosé les manifestants toute la matinée, nous raconte le journal. Alors, jeudi 5 décembre, ils étaient 10 000, mardi dernier 4 000, hier il n'était que 1100 dans les rues de Lorient, nous raconte Ouest France. Pas de quoi démotiver ces manifestants qui annoncent qu'il n'y aura pas de trêve en vue des fêtes de fin d'année, prévient le journal. Allez, on termine avec l'actu.fr. Pic d'activité ostréicole à l'approche de Noël. Oui, et ça va vous parler parce que vous avez beaucoup travaillé sur les huîtres type triploïdes. Alors, on n'a plus le temps de l'évoquer, mais en tout cas, voilà, il y a cette question maintenant au moment des fêtes de fin d'année pour effectivement cette ostréicultrice. Voilà, je vais y arriver. Facile à dire, exactement, qui s'appelle Nolwenn
Réau qui est installée à Séné. Elle ne veut pas de ces huîtres génétiquement modifiées. Elle dit qu'elle a une manière très traditionnelle d'élever les huîtres. Et on en parle donc dans cet article. La période est cruciale pour toute cette économie. Merci beaucoup Quentin, merci beaucoup Joël Labbé d'avoir été avec nous ce matin, plus longtemps que prévu, mais en même temps il y avait beaucoup de sujets. On va s'excuser à nouveau auprès de nos téléspectateurs puisque on devait recevoir Cédric Villani à 8h en invité politique, le candidat à la mairie de Paris, qui nous a appelé peu de temps avant l'émission pour nous dire qu'il ne pouvait pas venir, mais on était ravis de vous avoir plus longtemps Joël Labbé et de parler plus longuement d'écologie. On va passer maintenant, comme tous les jours, à cette heure-ci au Club des Territoires. J'étais ravi, moi. Merci de nous recevoir pour parler avec un peu de recul de ces articles de Mediapart qui vous ont fait démissionner de votre poste de ministre de l'écologie en à peine 6 petits jours, et ce, sans mise en examen, sans enquête judiciaire, comme c'est généralement le cas lors des démissions de ministres. Alors, vous allez nous expliquer, on va revenir là-dessus, mais nous, on avait une première explication peut-être, c'était l'ampleur des réactions sur les réseaux sociaux, comme le montre ce graphe de Dentsu Consulting, un pic énorme de réactions, quasi instantanées, le jour du premier article de Mediapart intitulé « La vie de château des époux de Rugy sur fond public ». Avec le recul, est-ce que vous comprenez l'ampleur et l'instantanéité de ces réactions ? Ouais, je crois que ce graphique montre très bien à quel point c'est totalement démesuré. Il y a vraiment eu un vent de folie qui a soufflé pendant quelques jours. Et moi qui suis habitué aux tempêtes de la pointe de la Bretagne, les tempêtes ne durent qu'un temps, ça dure quelques jours et ça retombe. C'est exactement ce que l'on voit sur le graphique que vous venez de montrer. C'est vrai qu'on voit à comparaison l'affaire Benalla, qui était quand même une affaire qui a duré, qui impliquait un proche collaborateur du président, qui a eu pour le coup de nombreux épisodes, et n'est jamais monté aussi haut que ce premier pic. Vous parlez des vagues bretonnes, quand vous recevez la vague comme ça, qu'est-ce que vous vous dites? On réalise assez rapidement parce que on a sans doute le lendemain de la publication de l'article ou le surlendemain déjà quelques éléments chiffrés de ce type-là. Et en même temps, ce qui est troublant et ce qu'on a du mal même à saisir sur le moment, c'est un tel décalage entre la réalité et ce qui se dit avec cet embrasement qui semble d'ailleurs emporter non seulement les réseaux sociaux, mais aussi les médias traditionnels. Alors quand vous dites la réalité des faits, ce sont des choses pour lesquelles il n'y a finalement, il n'y a pas eu ce qu'on disait de mise en examen, vous avez cherché à vous expliquer, et alors ce qui est frappant aussi... Alors vous faites bien de le rappeler, parce que vous savez que je croise encore aujourd'hui des gens, plutôt bienveillants d'ailleurs, et qui me disent « Et alors où en est la procédure judiciaire et l'enquête, etc. » Et quand je leur dis « Mais vous savez, il n'y a jamais eu de procédure judiciaire, il n'y a jamais eu de plainte déposée. Aujourd'hui, le parquet se saisit sur la foi d'articles de presse dans de nombreuses affaires, ça n'a jamais été le cas me concernant. Les gens sont surpris parce qu'ils sont persuadés qu'une telle ampleur donnée dans les médias à ces accusations, forcément renvoyait à des choses répréhensibles ou au minimum à des enquêtes factuelles. On a l'impression que vous avez cherché justement à vous expliquer, à vous justifier, mais c'était totalement inaudible. Avec le recul, quelles leçons vous en tirez? Avant même que l'article soit publié, quand on voit arriver des questionnements comme ceux que Mediapart a pu me poser, on devrait se dire qu'en fait, on va être en quelque sorte dans une guerre. Alors, une guerre médiatique, une guerre des mots, une guerre de la communication, que ce qui est enclenché, d'un côté, c'est un véritable combat, manifestement pour certains d'ailleurs, un combat à mort. Enfin, ce qui est souhaité, c'est la mort politique de celui qui est attaqué. Vous pensez que c'est ce que Mediapart voulait ? Oui, sans doute ceux qui ont alimenté Mediapart. Et surtout, si vous voulez, qu'en réalité, à ce moment-là, tous les coups sont permis. Vous savez, quand vous êtes ministre de l'écologie, si vous êtes ministre pour ne toucher à rien, simplement gérer l'existant, vous n'allez déranger personne et personne ne va chercher à vous déstabiliser. Si en revanche, vous voulez transformer les choses comme j'ai voulu le faire, par exemple dans le secteur de l'énergie, nous avons vraiment engagé une transformation profonde. Eh bien évidemment, ça touche à un certain nombre d'intérêts qui, pour certains, sans doute, se mettent en mouvement, y compris de façon totalement déloyale. Mais encore une fois, un certain nombre d'intérêts, pour certains, Mais j'y reviendrai en temps utile parce que moi justement je ne veux pas porter des accusations. Vous mentionnez quand même des officines, vous mentionnez quand même une tentative de déstabilisation quand même intentionnelle. Vous en êtes là aujourd'hui. Bien sûr, j'ai ça depuis. Sur le moment, je ne l'ai pas perçu.
Voilà pour cet extrait de hashtag Hélène Risser. Recevez donc cette semaine François de Rugy pour un entretien. L'intégralité de cette émission est à retrouver sur notre site internet. Et c'est maintenant l'heure du Club des Territoires. La Mutuelle Nationale Territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous présente le Club des Territoires. NJ, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous présente le Club des Territoires. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous présentent le Club des Territoires. Le Club des Territoires en partenariat donc avec la presse quotidienne régionale, les télévisions locales et les Indés Radio. Bonjour messieurs, avant de balayer l'actualité avec vous, comme tous les vendredis, on va commencer par un bilan de nos reportages en région, nos journalistes qui vont à votre rencontre parce que l'actualité, ça se passe chez vous. Et Quentin, vous êtes partout toute la semaine, vous étiez dans Lyon avec Romane Boudier pour parler écologie, territoire à l'heure de la COP25 et d'un sommet européen sur le climat à Bruxelles. On l'a vu dans votre reportage de mardi, la situation dans la forêt du Morvan, elle fait l'objet d'un bras de fer entre écologistes et exploitants du bois. On a revu ce reportage tout à l'heure. Vous avez rencontré des militants de l'association SOS Forêt Bourgogne. On va écouter leur témoignage avant de vous entendre, Quentin. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour Patrick Truchot. Alors vous êtes un des militants de SOS Forêt Bourgogne. On est où ici? On est dans le Morvan, dans une forêt traditionnelle. Les exploitants du bois, ils nous disent on a toujours exploité les forêts, surtout dans le Morvan. On a coupé du bois pour en fournir pour le bois de chauffe, notamment à Paris. On nous explique que la relation entre l'homme et la forêt, elle est ancestrale. Qu'est-ce qui a changé selon vous? Écoutez, ce qui a changé, c'est qu'en fait, maintenant, on détruit toute cette forêt-là de feuillus pour la remplacer de façon intensive et par des forêts de résineux, du Douglas en principe, pour des raisons uniquement économiques. Et en quoi est-ce que c'est un problème d'avoir ces forêts de Douglas? Les forêts de Douglas, ça détruit toute la biodiversité. Hein. Quand vous regardez sous une forêt de Douglas, vous n'avez plus rien. Ça acidifie le sol et il n'y a plus rien. Quoi. On n'entend plus rien. Il n'y a même plus d'oiseaux, il n'y a même plus d'animaux qui viennent dessous. Il n'y a plus rien qui pousse. C'est au bout de la troisième génération en plus de ça, même le Douglas ne pousse plus. Donc on ne peut pas garder ça comme ça. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent que vous avez une vision fantasmée, idéalisée de la forêt? Non, c'est pas du tout fantasmé de questionner à tous les gens du Morvan, tous. Hein. Hier, j'étais voir des bûcherons qui pensent que c'est quand même un désastre de voir ce qui se passe. On ne peut pas laisser faire ça, c'est pas possible. Voilà pour cette interview qu'on n'a pas diffusée cette semaine, que vous nous avez gardée pour aujourd'hui. Quentin, en quoi cet exemple est éloquent selon vous? Eh bien, on a parlé de la COP25 qui se tient à Madrid toute la semaine et qui se tenait aussi la semaine dernière. Elle a été marquée par des manifestations en marge des sommets avec les représentants des États, car souvent des jeunes se mobilisaient pour demander à ce qu'on arrête avec les grands discours et qu'on passe aux actes. Le slogan de la COP25 même, qui a repris cette demande d'ambition forte, c'était Tempo Directoire, c'est le temps de l'action. Et on pouvait la lire partout d'ailleurs à Madrid, c'était vraiment affiché sur les affiches de la COP25. Eh bien, toute cette action, elle se fait attendre. Et les exemples de l'action en faveur de l'environnement, c'est justement ce qui était au cœur de vos reportages toute cette semaine. Exactement. Comme là, dans le Morvan, on pourrait exploiter la forêt de façon à respecter la biodiversité des essences, que ce soit des essences d'arbres, mais aussi davantage sélectionner les arbres que l'on coupe. C'est ce que nous disent les militants qu'on rencontre sur le terrain. Cela, eh bien, ça énerve les exploitants du bois. Il ne va pas avoir leur exploitation qui soit contrainte. Et les propriétaires de forêts privées, ils refusent cet argument. Et le préfet a aussi refusé de trancher. Et donc, on l'a vu dans ce reportage, les exploitants du bois, ils expliquent que le Morvan, c'est dans la diagonale du vide, qu'il faut y maintenir une activité économique, d'autant que la culture du bois, elle est très ancienne dans ce département. Et on l'a vu dans votre reportage toute cette semaine, Quentin, les attentes des citoyens en matière d'écologie, elles sont fortes, et les réponses de l'État ou des collectivités, eh bien, elles sont plus lentes. Voilà, c'est ce qu'on a vu dans le reportage sur la biodiversité animale, sur la question des mobilités, sur aussi la rénovation des logements. Nous avançons à petits pas, alors que
que beaucoup souhaiteraient que l'on agisse de façon forte. C'est ce qu'ils nous ont dit sur la disparition d'un tiers des espèces d'oiseaux en 20 ans. Les associations, elles ont vu les entreprises, les citoyens, les collectivités prendre conscience de l'ampleur, mais on parle de petites initiatives à chaque fois. Et nous, on a rencontré Guy Hervé, le président de la Ligue pour la protection des oiseaux de Lyon. Il nous a parlé de tout ce qui est entrepris en faveur des oiseaux, mais la principale cause de perte de la biodiversité, elle est liée aux pratiques agricoles. Écoutez. L'agriculture, c'est 50 ans avec la chimie, c'est 2 générations. On a détruit d'abord, c'est pas que les produits de traitement au niveau de l'agriculture, c'est également les problèmes de l'espace. C'est-à-dire qu'on a complètement transformé le remembrement, on détruit énormément de haies, on détruit des mares, on détruit des bosquets, et donc automatiquement, on a détruit la biodiversité. Du moins, la biodiversité, elle est en forte régression. On voit l'évolution avec le bio, avec l'agroécologie. On voit bien que le monde agricole est en train d'évoluer. Mais ça va aller lentement, et il faut qu'on les accompagne, et non pas qu'on les critique systématiquement. Voilà. Guy Hervé, il note une évolution majeure. Il dit son association est maintenant invitée aux réunions de la Chambre d'agriculture. Pour lui, c'est un énorme pas. Mais en fait, pour les citoyens, on se dit qu'une génération sur 50 ans, c'est très lent. Merci Quentin, et tous vos reportages réalisés avec Romane Boudier, ils sont à retrouver sur notre site internet. Et puis la semaine prochaine, nos reportages en région nous emmèneront du côté du Grand Est, dans le Bas-Rhin. On parlera de l'économie de Noël, et oui, ça approche. On parlera des marchés de Noël, de leur sécurité, mais aussi des produits fabriqués en France. On verra donc tout ça la semaine prochaine. Sur l'écologie, Quentin le disait, il y a un décalage entre les attentes des citoyens et ce que font les États et ce que font les collectivités. Oui, il y a un décalage parce que déjà l'action publique n'est pas le temps, des citoyens, le temps des gens. On n'est pas du tout dans la même temporalité. Donc ça, c'est une première chose, mais on ne fait pas aussi suffisamment en matière de biodiversité, de respect de la biodiversité. Je crois qu'avec l'étalement urbain, le grignotage des sols par des constructions, des habitations, aussi des commerces, on en parlera aussi tout à l'heure, c'est à l'origine de la destruction de la biodiversité. Donc il faut aller beaucoup plus loin. Les textes, pour le moment, qui ont été votés sur le sujet vont dans le bon sens, mais ils ne sont pas suffisamment contraignants aujourd'hui. Il faut aller beaucoup plus loin. Arnaud Benedetti. Oui, alors ce qui est vrai, c'est que la défense en fait, de l'environnement, elle est passée d'abord par le local, historiquement. Souvenez-vous, par exemple, les mouvements en Corse contre les boues rouges dans les années 60, un certain nombre de mouvements, notamment contre l'installation de centrales nucléaires en Bretagne dans les années 70. C'est le local qui, très souvent, a porté la défense de la cause environnementale, et c'est souvent d'ailleurs le local qui permet parfois de trouver des solutions à des problèmes environnementaux sur le plan local. Mais la réalité, c'est qu'on sait très bien que les problèmes auxquels nous sommes confrontés sont des problèmes mondiaux, qui nécessitent la coordination des États, qui nécessite aussi la capacité des États à négocier en fonction de niveaux de développement qui sont extrêmement différents, ce qui pose un problème considérable, on le voit actuellement lors de la COP25. Donc la question environnementale, c'est à la fois une question en effet locale, mais c'est une question globale, et il faut trouver une articulation entre le local et le global, et c'est pas toujours simple. C'est rarement. Je crois qu'ils ont tout dit. Voilà, et bien on parlait des collectivités. Je vais ajouter un mot sur la COP25. C'est un peu inquiétant, on en parle là. On n'est pas encore dans l'heure des conclusions, mais ce que l'on sait, c'est que ça approche, c'est bientôt. 80 pays veulent s'engager à augmenter leurs objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Mais vous savez ce que ça représente ? Ça représente seulement 10%. 10% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. C'était rien. Donc faut être, là, clairement, je crois qu'il y a effectivement un problème. Il faut vraiment être contraignant sur cette question et être beaucoup plus allant. Il y a quand même vous ajoutez un truc. Il y a quand même des bonnes nouvelles quand on voit aux États-Unis qui sont retirés de l'accord dès l'élection de Trump. Il y a quand même maintenant les villes comme Philadelphie qui s'y mettent et qui seront en passe d'atteindre 2/3 des objectifs de la COP21 d'il y a 4 ans, certes, mais qui est quand même assez en avant sur le sujet. Allez, on parlait de ces collectivités locales et du rôle qu'elles jouent en matière d'écologie. On va aller à Roubaix, où la médiathèque est devenue le symbole de l'engagement de la ville dans le développement durable. Déjà équipé de panneaux solaires, le bâtiment accueille depuis quelques jours une éolienne verticale. C'est un reportage d'Olivier Schriffur, de nos partenaires de WEO. Une éolienne sur le toit de la médiathèque de Roubaix. La ville s'est engagée dans une démarche écologique. L'objectif de cette expérimentation est de démontrer que l'on peut utiliser le vent en ville pour produire de l'énergie. L'idée ici, c'est d'installer cette éolienne à proximité d'un champ de panneaux photovoltaïques qui servent déjà en fait à alimenter la médiathèque en autoconsommation.
Donc l'éolienne va venir un peu compléter ce dispositif-là. On est sur du circuit très court où l'électricité qui est produite sur le bâtiment est consommée dans le bâtiment. Cette éolienne verticale de 230 kg est un produit Hauts-de-France, conçu à l'école des mines de Douai, fabriqué dans la région avec l'aluminium de Dunkerque et de l'inox qui vient d'Isberg. L'assemblage se fait à Arras. Idéalement placée avec une prise au vent dominant, l'éolienne devrait fournir environ 700 kWh d'énergie sur l'année. Le maximum ici, ça va être 1 millier de kilowattheures, ce qui représente en gros l'activité de 5 à 7 postes de travail en bureautique ou la moitié de la consommation d'une famille dans une maison basse consommation, une maison BBC. D'ici 2 ou 3 ans, l'entreprise aimerait développer une machine plus petite pour les particuliers. Voilà pour ce sujet de nos partenaires de WEO, des illustrations concrètes de ce que font donc les collectivités locales. On va passer à un autre sujet, à la réforme des retraites, un sujet qui a occupé la semaine et qui va occuper les jours à venir. 9e jour de mobilisation et ce n'est pas fini. Malgré les annonces d'Édouard Philippe, le mouvement est parti pour durer. On voit ça avec Alizé Boissin. C'est presque une habitude. Les jours de galère s'enchaînent pour ces usagers des transports parisiens et il faudra continuer à s'armer de patience. Après les annonces d'Édouard Philippe, les syndicats sont plus déterminés que jamais. Ils envisagent de poursuivre la grève pendant les fêtes de fin d'année. Pas de trêve pour Noël, sauf si le gouvernement revient à la raison avant ça. La grève continue et nous sommes au regret, parce qu'on n'était pas parti comme ça, de constater que le gouvernement est droit dans ses bottes et que donc elle va durer longtemps. De son côté, la ministre de la Transition écologique appelle les syndicats à négocier et à la responsabilité. Annoncer que les trains ne rouleront pas pour Noël, je pense que c'est assez irresponsable. J'appelle les agents des entreprises à prendre en compte le fait qu'on a donné des garanties très fortes et qu'il y a des points à négocier au sein de l'entreprise, notamment sur les garanties qui seront données aussi sur le maintien des droits acquis pour ceux qui basculeront, les 25% restants. Donc moi je les invite, ces salariés de la SNCF et de la RATP, à prendre en compte les très grandes difficultés qu'ils créent pour tous ces usagers qui ont besoin de ces transports, à s'asseoir à la table de négociation. En attendant, la grève continue de paralyser le pays. Hier, dans de nombreuses villes, des cortèges ont défilé, comme à Paris ou ici à Rennes. Pour faire entendre leur colère, des manifestants ont même bloqué des zones portuaires, celle de Marseille ou encore au Havre. Aujourd'hui, dans les transports, le trafic sera encore extrêmement perturbé. 8 lignes de métro sont totalement fermées. Côté SNCF, seulement 1 TGV sur 4 circule. Des actions en attendant la grande mobilisation du 17 décembre, qui rassemblera pour la première fois l'ensemble des syndicats depuis 2010. On voit un 9e jour de mobilisation aujourd'hui à Arnaud Benedetti. Les syndicats qui maintiennent leur mouvement. Édouard Philippe qui appelle les syndicats à dialoguer. Comment on sort de ce conflit ? Le problème, c'est que pour les appeler à dialoguer, il faudrait-il encore qu'il y ait une volonté de dialogue de la part du gouvernement. Et c'est ce que lui renvoient les syndicats, et notamment les plus réformistes. Finalement, on aurait pu imaginer que la stratégie du gouvernement allait être une stratégie double. C'est-à-dire d'abord d'essayer de jouer l'opinion contre le mouvement. Manifestement, c'est ce qu'ils essayent de faire maintenant depuis un certain nombre de semaines, et surtout depuis la déclaration du Premier ministre devant le Conseil économique et social. Mais on aurait pu penser qu'ils allaient essayer quand même éviter qu'un front syndical digne des années 70 se reconstitue. Et là, en l'occurrence, les annonces faites par le Premier ministre au Conseil économique et social ont renvoyé les plus réformistes des réformistes dans le camp d'un front syndical qui est quasi unifié, même si la CFDT dit ne pas vouloir manifester sous les bannières de l'intersyndicale. Donc, la stratégie quand même menée par le Premier ministre est une stratégie qui, étrangement, même si sur la forme elle est différente, rappelle fondamentalement quand même la stratégie qui était menée par Alain Juppé en 1995. Et on sait ce qu'il en a été. Donc on a le sentiment aujourd'hui que la situation s'enquiste, que l'opinion publique, si j'en crois le dernier sondage que j'ai pu voir, qui date d'il y a 24 heures, on va regarder ce sondage, que le son même, Detsu Consulting. Oui, Detsu Consulting, exactement. On va le regarder ensemble. 68% des Français interrogés pensent que le mouvement est justifié, donc l'opinion n'est pas derrière le gouvernement. Et on va regarder un deuxième sondage. Édouard Philippe, qui voulait calmer le mouvement, on voit que c'est raté. 61% des Français jugent que le discours d'Édouard Philippe n'a pas été convaincant.
Oui, eh ben c'est tout le problème. C'est qu'aujourd'hui, finalement, le risque que court le gouvernement, c'est qu'on lui impute, comme on l'avait fait en 1995 lors de la réforme, en tout cas de la tentative de réforme de 1995 avec Alain Juppé, qu'on lui impute la responsabilité des blocages. Donc le pari était vraisemblablement de penser que la grève durant les blocages s'installant, l'opinion publique allait se retourner. On est à maintenant plus de 9 jours de grève et manifestement le soutien de l'opinion publique reste important, mais le soutien de l'opinion publique reste important pour une raison simple, qui n'est pas seulement le sujet des retraites. C'est que fondamentalement, le gouvernement, Emmanuel Macron, ont un problème avec l'opinion publique depuis un an, depuis la crise des Gilets jaunes. Et donc il y a un terreau, un ferment social qui fait que derrière la réforme des retraites, il y a un mécontentement plus général et il est évident qu'aujourd'hui, l'exécutif prend un risque politique qui est un risque politique majeur, notamment à la veille des fêtes. Oui, tout à fait d'accord avec Arnaud. En effet, ça dépasse largement la question des retraites. On sent effectivement de l'anxiété au sein de la population française et celle-ci ne fait absolument pas confiance au gouvernement pour mener les réformes ou, disons, mener une politique, je vais parler de politique sociale. Bon, je crois que là, c'est le fond du problème. Mais pour revenir à la réforme des retraites et ce qu'a annoncé le Premier ministre, clairement, l'exécutif assume pleinement la dimension budgétaire, l'équilibre budgétaire. On était, rappelons-le, sur une réforme initialement, une réforme qui était une réforme de justice sociale, de mettre à de mettre sur le même pied d'égalité l'ensemble des régimes. C'est plus du tout le cas. Cette dimension de justice sociale a été totalement mise à mal par l'équilibre budgétaire qui était souhaité, donc avec l'âge pivot, souhaité par le Premier ministre, annoncé par le Premier ministre. Ça, c'est un vrai problème. Et je pense que là, le gouvernement assume d'une certaine façon un virage libéral, clairement. Est-ce que c'est absurde, Arnaud Benedetti, de penser que Édouard Philippe a focalisé sur cette question de l'âge d'équilibre, qui désormais focalise la contestation, mais qui permet de faire passer tranquillement la réforme par points? Plus personne ne parle de la réforme par points, on se consacre uniquement à cette question de l'âge d'équilibre. Oui, on peut penser que c'est un éventuel leurre pour, à un moment donné, faire en sorte que les autres sujets soient quelque part occultés. Mais moi, je pense que le pari, il est politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la majorité, Emmanuel Macron, en effet, assume finalement la transformation de leur électorat. Et leur électorat, il est au centre-droit, il n'est plus au centre-gauche. Donc ce pari, c'est un pari qui finalement vise déjà 2022, mais c'est un pari quand même qui est risqué parce que d'abord ça veut dire que Emmanuel Macron solde sa relation avec la gauche d'une certaine manière, mais ça on le sentait déjà depuis plusieurs mois, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là c'est quand même acté, mais il solde aussi sa relation avec une gauche qui peut être une gauche réformiste d'une certaine manière, parce que la CFDT c'est quand même ce courant-là, c'est la deuxième gauche, ce qu'on appelait la deuxième gauche dans les années 70 et 80, donc ça pose un petit problème. Et ensuite, ce n'est pas du tout sûr que, malgré, en s'adossant à cet électorat de centre-droit, qu'il réussisse son pari politique. Parce que le vrai problème aujourd'hui de toutes les offres politiques, c'est de reconquérir les classes populaires. Et c'est quand même aussi les classes populaires qui sont dans la rue. Alors c'est la fonction publique, mais c'est aussi une partie des classes populaires. Pourra-t-il réussir son pari politique en laissant de côté cette question des classes populaires? C'est un sujet aujourd'hui auquel il est confronté et auquel il n'apporte pas de réponse et auquel il apporte des réponses clivantes. Donc, en l'occurrence, on voit bien que finalement, on avait parlé d'acte 1 et d'acte 2. Globalement, l'acte 2 ressemble étrangement à l'acte 1, parce qu'on peut mettre en scène, si vous voulez, le dialogue social en allant au Conseil économique et social, qui est le temple des forces intermédiaires sociales. Mais en fait, le Premier ministre ne s'est pas adressé aux forces sociales intermédiaires, il s'est adressé directement à l'opinion. Donc il a bypassé ou contourné, pardonnez-moi cet anglicisme affreux, il a contourné les corps intermédiaires pour à nouveau essayer d'établir un dialogue avec l'opinion, mais malheureusement l'opinion aujourd'hui lui répond plutôt négativement, en tout cas dans la séquence que nous traversons. Allez, on va juste écouter Sébastien Fournier, ce que disait hier Gérard Larcher, le président du Sénat, qui était sur ce plateau, et lui il se dit inquiet pour le financement de cette réforme des retraites. Pour lui, eh bien, c'est la première réforme des retraites qui va coûter, on l'écoute. Tout ça va quand même coûter très cher. Parce que si nous voulons, et ça n'est que justice, dans une réforme de cette nature, que par exemple les enseignants, mais il n'y a pas que les enseignants, soient traités d'une manière juste, eh bien il va falloir augmenter un certain nombre de
traitement, notamment pour les carrières dans la fonction publique, et ceci ne sera pas sans conséquence sur le budget dès l'année 2021. Et vous êtes inquiet sur le financement de les mesures? Vous les jugez non financées? C'est-à-dire dans l'état financier où notre pays est. On a beau avoir entendu que 3% ça n'avait aucune importance, je ne suis pas totalement certain qu'on puisse continuer à être le champion d'Europe des déficits. Mais clairement, avec ce qui a été annoncé hier, il y a évidemment la revalorisation des carrières des enseignants, mais il y a aussi des retraites minimales à 1 000 €. Ça va coûter. C'est la première réforme. Est-ce que pour vous, on va repasser au C'est la première réforme des retraites qui va coûter. Les autres avaient plutôt conduit à retrouver des formes d'équilibre. Celle de la droite était pour partie financée, mais nous voyons bien que nous continuons à avoir un certain nombre de déficits. Voilà pourquoi il fallait cette transition sur les régimes spéciaux et il fallait faire glisser le critère de l'âge. Alors, c'est la première réforme des retraites qui va coûter, dit Gérard Larcher. Il va falloir sortir le carnet de chèques. mais évidemment, attendez, comment voulez-vous faire autrement? Mais je pense que là, du coup, on voit bien à quel point, je veux dire, on a lancé le chantier de façon très désordonnée. Enfin, il aurait fallu procéder par étapes, peut-être, pour déjà, évidemment, avoir l'opinion publique, que le gouvernement puisse en effet avoir l'opinion publique avec lui. C'est pas le cas. Alors, tout est mélangé. On a la question de l'équilibre budgétaire, on a la question, on le redit, de la justice sociale, donc on a tous les sujets sur la table et c'est extrêmement compliqué de s'en sortir. Je veux simplement parler d'une chose, sur les enseignants. Quand vous dites, on peut comprendre les enseignants, quand vous leur dites que leur retraite, malheureusement, ils pourraient effectivement perdre, et vous leur dites, on va augmenter votre salaire pour que vos pensions ne perdent pas. Enfin, attendez, vous leur expliquez ça, ils ne comprennent pas. Ils disent, mais attendez, nous, on veut une augmentation, mais on veut aussi que nos pensions soient égales, après la réforme, à ce qu'elles sont aujourd'hui. Donc, tout cela est effectivement assez compliqué, je crois, à comprendre et à faire comprendre aux Français. Oui, on a 5 millions de fonctionnaires dans notre pays et la plupart de leurs fiches de paye, c'est des primes. Ça peut monter jusqu'à 1/3 leur salaire. Donc si on augmente leur salaire et que les primes ne sont pas prises en compte dans les retraites, ça reviendra au même. Les retraites diminueront. Et je pense aussi aux policiers qui bénéficient d'un régime spécial, qui hier sont sortis du bureau du ministère de l'Intérieur en disant « ça y est, on va maintenir notre système ». Sinon, on va nous prendre pour des cons. C'est l'expression qu'ils ont utilisée. Donc si on commence à faire des dérogations à chaque fois à la marge, est-ce qu'il n'aurait pas fallu faire par étapes, comme le suggère Sébastien? Peut-être. Je suis au gouvernement, comme le sujet. Comme elle vous fait réagir, cette réforme des retraites, elle a aussi fait beaucoup réagir sur Twitter. Cette semaine, on va voir ça avec Quentin. Et des réactions nombreuses sur Twitter, Quentin, cette semaine. Tout à fait, et elle se concentre vraiment sur la question de l'âge pivot. Vous en avez parlé. On le voit, 48 heures après ces annonces d'Édouard Philippe au Conseil économique, social et environnemental, beaucoup des tweets se concentrent sur cette question. On a pris 4 messages des deux groupes majoritaires ou des deux groupes principaux au Sénat, les socialistes et les LR. On va commencer par les socialistes. Regardez ce qu'a écrit Jean-Louis Touraine. Il est l'un des sénateurs qui parle le plus des retraites depuis les annonces. Il a repris une phrase qui n'est pas très ancienne du président Macron. Elle date du 25 avril en conférence de presse qui disait « Ce serait hypocrite de demander de travailler au-delà de 62 ans ». Dixit Emmanuel Macron. Il reprend la citation. Et donc Jean-Louis Touraine dit « Quel homme de conviction !» Certes, c'est le vent qui fait tourner la girouette, mais à ce rythme-là, c'est impressionnant. Et effectivement, à gauche, on a beaucoup critiqué cette mesure sur l'âge pivot. Regardez Patrick Kanner, le président des sénateurs socialistes, qui dit « L'exécutif défend l'âge pivot à 64 ans pour assurer, selon lui, l'équilibre financier du régime des retraites. Il est moins regardant quand il aggrave lourdement la dette publique du pays ou recrée le trou de la Sécu par l'incurie de ses décisions. On pense là aux mesures post-Gilets jaunes qui avaient effectivement pu, comme ça, atténuer cette fin du trou de la Sécu. Et donc là, on le voit, en l'occurrence, les mesures d'économie, visiblement, elles ne font pas peur au gouvernement. On va parler maintenant des messages à droite. Et là, on aurait pu penser que cet âge pivot à 64 ans, ça aurait pu être une mesure qu'on saluait. Et bien en fait, ce qu'on a dénoncé, c'est le fait que le gouvernement se prépare déjà à rétro-pédaler avec les syndicats sur cette mesure. Regardez Roger Carucci, il dit « Le gouvernement, dos au mur, annonce dès le lendemain des déclarations du Premier ministre qu'il est prêt à renoncer à l'âge pivot de 64 ans. En faisant cela, il casse l'équilibre financier et il entre dans le détricotage de sa réforme, mal ficelée et anxiogène pour tout le monde. » Ils insistent aussi sur la méthode
méthode depuis le début. Il dénonce le fait que cette réforme sur le fond elle aurait pu être juste, mais qu'en fait elle a été tellement mal préparée, mal annoncée, qu'elle se retrouve à être complètement mal comprise par les Français. Un dernier message, celui du président des sénateurs LR, regardez, Bruno Retailleau, qui lui, il a pointé le fait qu'il n'aurait pas fallu attendre 24 heures pour que le courage du gouvernement et de la majorité vacille. Âge pivot remis en cause. Donc ça c'était hier par Bruno Le Maire et monsieur Legendre, c'est Gilles Legendre, le patron des députés. Oui, c'est les députés, la fin je les connais. Les députés, je les connais. Donc ça c'est le message, effectivement, on le voit de la droite. Vous êtes incollable en sénateur. Une réaction rapide. Non, mais très rapidement, ce qu'on voit, c'est que manifestement, aujourd'hui, quand même, le gouvernement se laisse une porte de sortie éventuelle. Les déclarations de Le Maire, de ce point de vue-là, sont tout à fait révélatrices. Alors, est-ce que, finalement, ce chiffon rouge de l'âge pivot constitue une stratégie de la part du Premier ministre pour ensuite donner le sentiment qu'il négocie et ramener vers lui la CFDT? C'est une question qu'on peut se poser. La réalité, c'est que quand même si c'est le cas, il n'a fait que tendre la situation à un moment où elle pouvait largement être détendue. Oui, d'autant plus que... Je réagis à ce que dit Arnaud, d'autant plus quand même, selon ce que l'on sait, ce qui s'est tramé en coulisses, à aucun moment, le patron de la CFDT, Laurent Berger, n'a été prévenu. C'est ce que disait hier Gérard Larcher, que cette réforme était viciée. Le conseiller à l'Élysée, qui est quand même qui a été proche de la CFDT, Philippe Grandjean, aurait pu effectivement passer un coup de fil, on aurait pu l'imaginer. Il semblerait que ça n'a pas été fait. Vous allez garder la parole, Sébastien, parce qu'on va parler sur un autre sujet de la une d'Objectif Métropole de France. Et cette question, quel avenir pour les centres commerciaux? C'est le dernier thème de ce club. Avant de vous entendre, Sébastien, on va regarder quelques chiffres que vous donnez dans votre magazine, qu'on va voir ensemble. 834 centres commerciaux en France, dont 20% en centre-ville, 38 800 commerces dans ces centres commerciaux, 525 000 emplois directs et indirects, dont 95% en CDI. Et ce chiffre, 129 milliards, chiffre d'affaires des centres commerciaux en 2018. Vous posez donc la question en une d'Objectif Métropole. Quel avenir pour les centres commerciaux? Pourquoi vous avez choisi ce dossier? Quelle est la problématique? La problématique, c'est que vous avez aujourd'hui, d'une part, une baisse, elle est faible, mais une baisse de la fréquentation des grands centres commerciaux, qui sont obligés, les promoteurs, les professionnels sont obligés de se repositionner. D'abord parce qu'il y a une concurrence féroce du e-commerce, qui en 10 ans est passé, si je ne dis pas de bêtises, de 9 à 90 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Vous voyez, on n'est pas loin des 128 milliards de chiffre d'affaires des centres commerciaux. On n'est plus très loin. Donc une concurrence très féroce. La deuxième chose, c'est que la part d'alimentation et la part d'habillement qui constituaient pendant très longtemps les moteurs des centres commerciaux sont en baisse, sont largement en baisse. Et on le voit, il y a une demande dans la population plutôt d'activités de loisirs. Donc tout cela oblige les centres commerciaux à se réadapter. Mais autre chose qui rentre en ligne de compte, c'est la dimension environnementale et politique, bien entendu. Et on l'a vu avec Europacity, dont vous parlez dans votre magazine. Et on l'a vu aussi, alors on en a moins parlé, avec à Rennes, le projet Open Sky qui a été abandonné par le président de la métropole. Absolument. Alors un projet qui faisait l'unanimité. Un projet qui faisait l'unanimité auprès des élus, évidemment en charge de l'aménagement du territoire. Un projet donc, qui devait s'étendre sur 9 hectares. 9 hectares, c'est quand même déjà pas mal, c'est déjà un gros centre commercial. Donc un centre commercial classique qui allie en effet commerce, activités de loisirs, restaurants. Bon, voilà. Le problème, c'est que, alors que le permis de construire venait d'être délivré, le président de la métropole a décidé de tout stopper. Colère évidemment du maire de la commune, là où devait s'implanter le centre commercial, colère des promoteurs qui là sont prêts à demander des dommages et intérêts à la collectivité. Mais c'est une victoire. Pour les associations environnementales qui, depuis le début de l'annonce de ce projet, se sont mobilisées pour le contrer. Et il y a un agriculteur qui a été évincé pour commencer donc, à travailler sur ce terrain. Donc, des associations qui plus est sont de plus en plus, qui se radicalisent de plus en plus, qui ont des modes d'action très violentes ou spectaculaires pour s'opposer à l'artificialisation des sols. J'ai pour exemple ce que l'association
l'association, comment s'appelle-t-elle, je ne sais plus son nom, ça m'échappe, mais a déversé des tonnes j'exagère, des tonnes, mais beaucoup de feuilles mortes dans les locaux du promoteur immobilier. Donc des actions extrêmement spectaculaires. Donc c'est une victoire pour les associations environnementales. Et une victoire politique aussi, parce que dans certaines majorités, à Rennes en particulier, il y a les Verts, et il faut leur donner certains gages à l'approche des municipales. Rapidement, César, sur ce sujet. Oui, j'ai essayé de suivre un peu l'abandon du projet Europa City, qui était un projet qui allait créer apparemment 10 000 emplois d'ici à 2027, que les socialistes locaux, comme le département de droite, soutenaient, mais qui a été abandonné en race campagne par le président Macron. Et là, les écologistes aussi ont gagné, les écologistes venaient, les candidats aux européennes venaient pendant la campagne. Mais il se trouve que c'est une bombe à retardement aussi au niveau social, parce que là-bas, il n'y a rien à part des kebabs, des banques et pas grand-chose d'autre. Eh bien, justement, cette question de l'écologie, environnement versus urbanisation, ces centres commerciaux, cet étalement urbain, on va le voir, la préfecture de Haute-Savoie, elle a décidé de s'emparer de ce phénomène face à la croissance démographique. Il y a de moins en moins d'espaces agricoles et c'est pas sans conséquence sur l'environnement, sur la biodiversité. Le préfet a décidé de sensibiliser les élus pour une meilleure maîtrise de l'espace. On regarde, c'est un sujet de nos partenaires de 8 Mont-Blanc. Comment gérer un afflux de population d'environ 10 000 personnes à loger chaque année? Voici une des problématiques à laquelle doit faire face la préfecture de Haute-Savoie depuis maintenant plusieurs années. Car cette attractivité n'est pas sans conséquence, puisque cette croissance démographique est synonyme de consommation d'espaces naturels, agricoles ou encore forestiers. On est engagé dans une politique nationale de gestion économe de l'espace, qui est celle des différentes lois depuis 10 ou 15 ans, que nous consommons encore 200 hectares par an, et c'est vrai qu'il faut prendre conscience que, comme l'eau, l'espace foncier n'est pas infini, et que toute utilisation non rationnelle, désordonnée, dispersée, peut engager durablement le mitage du territoire. Cette réflexion s'inscrit dans la logique du plan biodiversité voulu par le gouvernement en juillet 2018, car cet étalement urbain et foncier met en péril la biodiversité, puisqu'il s'accompagne très souvent d'un usage de la voiture et donc d'émissions de gaz à effet de serre. L'idéal serait d'arriver à construire plus de logements sur moins d'espace. Le sol, qui est une ressource qui n'est pas inépuisable, doit être économisé de manière à conserver une capacité à avoir une production agricole significative. Et dans ce département, c'est extrêmement important de continuer à avoir cette activité agricole. Mais aussi, les sols naturels sont des sources de biodiversité extrêmement importantes. Et puis ne pas artificialiser les sols, c'est aussi avoir moins d'inondations et c'est permettre aussi aux nappes phréatiques de se recharger plus facilement. Direction Cluses dans la vallée de l'Arve. Après une période de stagnation au niveau de la population, la cité clusienne et sa zone urbaine voient arriver en masse habitants et investisseurs ces derniers mois. Pour la municipalité, candidate à une opération de revitalisation territoriale, la lutte contre l'étalement urbain est devenue une vraie priorité. Quand nous sommes passés du plan d'occupation des sols au PLU, au fameux PLU, nous avions durci déjà les possibilités de s'étendre sur des espaces verts. On est déjà en train de refuser certaines arrivées de projets immobiliers. On en a quasiment toutes les semaines. Donc il y a des projets où on valide et des projets où on ne valide pas. Et nous nous rendons compte effectivement qu'il faudra peut-être durcir de nouveau pour éviter de se répandre dans nos espaces verts, pour préserver au moins le cadre de vie de nos concitoyens. Et pour continuer à aller dans ce sens, Pierre Lambert, le préfet de Haute-Savoie, a annoncé qu'un séminaire serait organisé au printemps prochain. Il rassemblera notamment les nouveaux élus municipaux et communautaires. Et voilà pour ce sujet de Sébastien Germain. Pour nos partenaires de 8 Mont-Blanc, on va regarder comme tous les jours ce qu'il y a à la une de vos journaux régionaux aujourd'hui avec Quentin. Et Quentin, on commence avec Ouest France et la question du chômage. Voilà, il y a à la une de Ouest France cette initiative dans le cadre des territoires zéro chômeur. On lit le parcours de cette entreprise solidaire dans les Deux-Sèvres qui depuis 4 ans embauche des chômeurs de Moléron pour relever la tête, pour que ce ne soit plus que des chômeurs à longue durée, mais vraiment des travailleurs. Et donc c'est à lire en dernière page et à la une de Ouest France. À la une du Dauphiné Libéré ? Eh bien, on parlait COP25, réchauffement climatique. À la une du Dauphiné Libéré, on parle de ces Français, de la montagne à l'océan, qui sont déjà touchés par le réchauffement climatique. On peut lire du Mont Blanc à l'océan, en passant par le Beaujolais ou les Antilles. Les dégâts sont déjà dramatiques pour les premières victimes. Pour elles, le réchauffement, c'est maintenant, et cela ne fait que commencer. À la une de Nord-Éclair. À la une de Nord-Éclair, on revient sur 1 milliard qui ira à la rénovation urbaine à Lille. 8 sites qui vont bénéficier comme ça de la rénovation urbaine. C'est aussi un sujet de développement durable, puisque la rénovation urbaine permet de faire de l'isolation des logements.
Et on termine avec un sujet plus léger, vous aimez ça, Vosges Matin. Voilà, ce visage qui s'affiche à la une de Vosges Matin, c'est celui d'Ilona Roblin. Elle est Miss Lorraine 2019. Et elle est prête pour la compétition à Marseille, nous dit le journal, car demain, c'est l'élection de Miss France. Vous ne le saviez peut-être pas. Et donc, je ne sais pas si vous avez des pronostics ou des candidates vous, du c'est Miss cœur. Lorraine, on a compris votre choix. Nous, avec Arnaud, on va soutenir Miss Corse, du coup. Voilà, Alicia Corot, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous soutenez Miss Corse, Alicia Corot? On soutient forcément sa région. Voilà, et donc si vous avez des pronostics pour demain, messieurs. Merci Quentin. Oui, voilà. Sébastien, pas de pronostic. Non, Sébastien, pas de on va quand même pronostic, regarder la une d'Objectif Métropole. On l'a vu sur les centres commerciaux, la une de la revue politique et parlementaire, Arnaud. C'est sur la science. Et puis un mot sur la une de la Tribune. Sans diversité, pas d'innovation, mais un mot rapide sur un papier que vous avez fait, César, sur une start-up qui aide les villes à revitaliser leur centre-ville. Oui, les startups, c'est pas toujours des gadgets, c'est aussi analyser des flux de personnes qui passent dans la rue, devant les commerces, pour savoir quelle est la fréquentation et comment on peut comparer d'une rue à l'autre, ou là où il y a le plus de passages, moins de passages, et même piétoniser une rue, faire le bilan de cette piétonisation au bout d'un an. Et ça permet donc de mieux cibler les efforts, d'aider les commerçants, et même les commerçants peuvent s'en servir. Le nom de cette start-up ? MyTraffic. Voilà, c'est à lire bien sûr dans La Tribune et sur le site de La Tribune. Fin de cette émission. On se retrouve lundi. L'invité politique, ce sera Cédric O, secrétaire d'État chargé du numérique. On vous souhaite un très bon week-end sur Public Sénat. La presse quotidienne régionale et les télévisions locales vous ont présenté le Club des Territoires. La Mutuelle nationale territoriale, la mutuelle des agents des services publics locaux, vous a présenté le Club des Territoires. Engie, acteur engagé dans la transition zéro carbone des régions, vous a présenté le Club des Territoires.